c'est mon oncle Sam qui de l'Amérique, le plus grand citoyen. C'est mon oncle Sam, il est sympathique, plus grand républicain. C'est mon oncle Sam, vive la République. Quand on va contre eux, vive les Américains. Que doit-on penser de la situation ukrainienne? Eh bien, la situation est extrêmement grave, voire gravissime. Nous sommes aujourd'hui à une croisée des chemins. Attendons de voir ce que va donner la rencontre de Minsk entre le président Poutine, la chancelière Merkel, le président Hollande et le président ukrainien Poroshenko. Mais connaissant l'intransigeance du président ukrainien, qui prend ses ordres sans doute directement à Washington, on peut malheureusement craindre qu'il n'y ait un échec. Or, il faut se souvenir que Mme Merkel et M. Hollande ont rencontré le président Poutine à Moscou vendredi dernier, en fin d'après-midi. Ils ont passé 5 heures ensemble, je ne peux pas dire en tête-à-tête, puisqu'ils étaient à 3, mais que le lendemain, M. Hollande, à Tulle, lors d'une conférence de presse, nous a donné son impression. Et son impression était une impression tout à fait consternante, puisqu'il nous a dit si il n'y a pas d'accord, ce sera la guerre. Or, la guerre, il faut bien entendre, guerre ouverte, voire guerre totale, dans laquelle se trouveraient engagées des forces de l'OTAN et les forces de la Fédération de Russie. Ceci étant dit, il n'y aura certainement pas d'affrontement au sol entre les deux armées, il n'y aura pas de bataille du centre-Europe comme il était prévu du temps de la guerre froide, avec des batailles alignant comme à Koursk, au cours de la Seconde Guerre mondiale, des centaines, voire des milliers, ou une dizaine de milliers de chars. Les forces en présence au moment de la guerre froide étaient de 5000 chars pour le pacte de Varsovie, 5000 chars à peu près pour les forces atlantiques. Donc il ne s'agit pas de ça, puisque aujourd'hui l'OTAN n'a pas de contingent, n'a pas de force suffisante. On sait que l'OTAN peut rassembler 25-30 000 personnels combattants, mais à échéance. Aujourd'hui, s'il y a une force de réaction rapide, enfin il ne s'appelle pas comme ça, une force de projection, c'est dire plus de 5 000 hommes. Donc il n'y aura pas de combat au sol, mais par contre, là où les Américains sont passés maîtres, c'est dans la guerre aérienne. Nous l'avons vu en 1999, avec le matraquage de la fédération yougoslave, plus spécifiquement de la Serbie, pendant 2 mois, et où un volume presque équivalent à celui de la Seconde Guerre mondiale, enfin j'exagère peut-être un tout petit peu, mais à peine, un volume de bombes avait été déversé sur les malheureux yougoslaves, d'ailleurs avec un résultat militaire terriblement pauvre, puisque l'armée serbe était quasiment intacte, et que si finalement la victoire a été remportée par l'OTAN, c'était plus une victoire politique qu'une victoire sur le terrain. Bon, revenons à l'Ukraine et à la Russie. Donc les risques sont réels. Et je suis assez surpris d'ailleurs que la France, qui a été capable de se mobiliser pour la liberté d'expression, on a vu 3 millions et demi de nos concitoyens défiler dans les rues pour défendre encore une fois, la liberté de blasphémer, la liberté de l'insulte, la liberté de déverser sa haine à l'égard des religions chrétiennes et musulmanes. Aujourd'hui, ces mêmes Français ne se mobilisent pas, et pourtant je les appellerais à le faire, ne se mobilisent pas, ou pas encore, pour la paix. Je crois que c'est pourtant une urgence, et que c'est d'une autre importance que les épisodes qui ont pu nous affecter, aussi tragiquement d'ailleurs que ce soit. C'est mon oncle Sam, il est sympathique. Revenons, si vous le voulez bien, sur cette rencontre, qui était une rencontre aussi de l'avant-dernière chance, à Moscou la semaine dernière, le 6 février. Apparemment, c'est le président Poutine qui a souhaité
qui a convié, qui a souhaité rencontrer Mme Merkel et M. Hollande. Très curieusement, le Premier ministre britannique, M. Cameron, n'a pas été invité. Ce qui pose question, a-t-il refusé de venir ou a-t-il été considéré par la présidence russe comme n'étant pas un interlocuteur valable? Alors, l'hypothèse aurait pu, si l'initiative en était revenue à la France et à l'Allemagne, au couple franco-germanique, penser que celui-ci était porteur d'un message de la part de la présidence américaine, voire éventuellement d'un ultimatum. Ça ne semble pas être le cas, encore que les Américains, on le sait très bien, ont des positions extrêmement dures. Le général Breedlove, qui est le commandant en chef des forces armées de l'OTAN, donc en Europe, nous a dit que l'accord de toute façon ne serait pas applicable. Il nous l'a dit dès le lendemain, dès le 7 février. C'est mon oncle Sam, il est sympathique. La position des États-Unis est totalement intransigeante. D'ailleurs, toutes les guerres que les États-Unis ont menées au cours du dernier siècle ou du dernier siècle et demi, y compris d'ailleurs la guerre civile américaine, c'est l'intransigeance la plus absolue. Ce sont des guerres bibliques dans lesquelles l'ennemi, l'adversaire, doit se rendre sans condition. Donc on ne voit pas les Américains négocier ni avec M. Poutine, ni accepter le moindre compromis. M. Poutine doit se soumettre ou se démettre. Il est bien clair que nous nous trouvons dans un processus qui a été engagé à la chute, non pas du mur de Berlin, mais à la chute de Berlin tout court, en août 1945, qui est une course à l'hégémonie mondiale. D'ailleurs, à l'époque, certains théoriciens avaient établi la doctrine de cette course à la domination, notamment un néoconservateur, ancien trotskiste, ancien ami de Léon Trotsky, James Burnham, qui est le prototype de tous les néoconservateurs américains, qui a écrit un ouvrage décrivant la lutte qui devait s'engager contre, non pas l'Empire du Mal à l'époque, mais contre l'Union soviétique, à savoir aujourd'hui la Russie, puisque la Russie est l'héritière de l'Union soviétique, même si nous avons eu un retour en force, un retour magnifique de l'Église orthodoxe et que la collectivisation ne soit plus à l'ordre du jour. L'Amérique est par définition et par vocation intransigeante, excessive. Et cela s'est reflété dans les propos du général Breedlove, qui est le commandant en chef des forces de l'OTAN, en Europe donc, puisque l'OTAN c'est essentiellement l'Europe, qui, dès le lendemain, peu avant les propos, les commentaires de M. Hollande, nous a expliqué que de toute façon il n'y aurait pas d'accord, parce que l'accord ne serait pas tenable. Et donc, si l'on se reporte ou se réfère à M. Hollande lui-même, s'il n'y a pas d'accord, c'est la guerre. Et la guerre totale. Donc aujourd'hui, nous trouvons dans un cas de figure qui est proprement alarmant. Je lance un appel à tous ceux qui regarderont cette vidéo, bien au-delà de ma personne, mais je les appelle à considérer la situation et peut-être à manifester auprès de leurs représentants, auprès de ceux qui assurent les destinées de la France, de les prier très instamment d'œuvrer pour la paix et non pas pour la guerre. C'est mon oncle Sam, il est sympathique. Que s'est-il passé exactement à Moscou? Nul ne le sait. La NSA, les grandes oreilles américaines, ne captent pas ne traverse pas, pour l'instant tout au moins, les murs du Kremlin. Toujours est-il que tous les Sherpas, tous les conseillers, les accompagnateurs ont été écartés de cette rencontre qui, je le rappelle, a duré 5 heures. Donc ce sont des conversations qui ont dû être particulièrement âpres, mais qui, contrairement à ce qui en a été dit par le porte-parole de la présidence française, n'ont pas été fructueuses.
les trois parties sont convenus qu'il y aurait une nouvelle rencontre après les échanges téléphoniques dont personne ne nous a rendu compte, qui ont dû lieu avoir dimanche dernier, donc le 8, avec le président Poroshenko. Maintenant, une réunion est prévue à Minsk, réunion de la dernière chance. Mais sachant et connaissant là aussi l'intransigeance du président Poroshenko, qui lui, nous ne sommes pas en Orient, mais qui ne veut pas perdre la face. De toute façon, je pense que si une nouvelle trêve, ça ne serait jamais que la troisième, était décidée, avec une ligne, un vide sanitaire entre les lignes de front, qui ont une dizaine de kilomètres, des couloirs humanitaires, le cas échéant, cela ne serait que reculer pour mieux sauter, puisque les États-Unis ont décidé la livraison d'armes. Alors on a commencé par dire des armes défensives, puis des armes défensives létales, autant dire des armes létales. Et l'Ukraine se prépare à une guerre longue, une guerre urbaine, sur le modèle de Stalingrad peut-être, ou de Leningrad, qui ont été des guerres extraordinairement dures et qui ont duré, vous le savez, fort longtemps. C'est pourquoi les Américains se préparent à doter l'armée ukrainienne d'armes de combat rapprochées contre les chars, les fameux missiles Javelin, entre autres. Donc l'Amérique se prépare à alimenter cette guerre, qui est une guerre, au départ, vous le savez comme moi, il n'y avait pas de guerre, il y avait une revendication de régionalisation et de respect de la langue russe qui avait été bannie par les nouvelles autorités ukrainiennes qui avaient pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État, le coup d'État du Maïdan, du 21 ou du 22, ça s'est passé sur 2 jours, du 21 au 22 février, donc nous sommes maintenant à l'échéance, c'est l'anniversaire d'un an, donc le russe en avait été banni, revendication de régionalisation, puis revendication de fédéralisation, puis le Kiev, en bon état jacobin, avait lancé une guerre contre la Vendée qui s'est soulevée et qui est devenue la Vendée en armes du Donbass. Et donc on a appelé ces gens d'abord des terroristes, puis aujourd'hui malgré tout, comme le mot est peut-être un peu fort, on les appelle des séparatistes. Mais c'est la guerre, ce n'était pas une guerre civile, c'était la guerre d'un État central, jacobin, contre sa périphérie et contre une région qui voulait conserver son identité. Hier, la Vendée voulait rester chrétienne, catholique et chrétienne, et là aujourd'hui le Donbass veut simplement voulait conserver le simple droit de parler russe. Voilà où nous en sommes. Donc on peut penser que si trêve il y a demain, puisque nous sommes à la veille de cette nouvelle rencontre à Minsk, on peut penser que la trêve durera le temps que les armes américaine puisse être acheminée vers l'Ukraine, que l'Ukraine refasse ses forces, parce qu'il faut bien dire et il faut bien préciser que l'armée ukrainienne est extrêmement affaiblie, démobilisée. On parle de pertes qui se situeraient entre 10 000 et 15 000 hommes. Et c'est considérable sur un total de pertes qui serait de 23 500. Mais les services de renseignement allemands avancent un chiffre beaucoup plus élevé qui irait jusqu'à 50 000. Donc majoritairement, il faut bien le noter, majoritairement des civils. Donc l'armée ukrainienne a besoin de se restructurer, de se refaire. Vous savez qu'il y a eu un plan de mobilisation générale, les hommes de 18 à 45 ans, qu'une centaine de milliers doivent être ramenés sur les drapeaux, être amenés ou ramenés sous les drapeaux, que déjà 70 000 d'entre eux sont incorporés, mais également ce que l'on ne nous dit pas, c'est que les désertions se multiplient, les fuites à l'étranger, que ce soit en Pologne, dans les pays baltes ou en Russie, sont extrêmement nombreuses. Donc nous sommes face à un pays qui est totalement désorganisé, qui a prévu d'acheter
mais là c'est bon pour le commerce américain, pour près de 3 milliards d'euros d'armement, alors que les caisses de l'État sont vides, que l'État est exsangue, et certains imaginent même qu'entre-temps, ne parlant même plus du Donbass, que d'autres parties de l'Ukraine pourraient essayer de se détacher d'un État central qui est aujourd'hui en pleine faillite, en pleine décomposition, mais en même temps en pleine dictature ascensionnelle. On ne peut pas appeler ça autrement, puisque c'est un État qui force le pays littéralement à la guerre. Et là, nous pourrions avoir, pour le coup, réellement une guerre civile généralisée à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. L'Ukraine qui est un pays historiquement relativement artificiel. Je rappellerai qu'étymologiquement, le mot Ukraine signifie marche. Donc l'Ukraine, ce sont les marches de la Russie, c'est la marche, c'est-à-dire la zone frontière, la zone tampon, une zone tampon dans laquelle les Européens auraient mieux fait de ne jamais mettre les pieds, en tout cas de ne pas s'ingérer. C'est mon oncle Sam, il est sympathique. En pratique, pour les Européens, qu'est-ce que ça peut représenter, une guerre comme ça? Parce que il nous vient tout de même pas mal de choses de la Russie. Une guerre... oui, mais justement, le grand intérêt aujourd'hui, ce que recherchent les États-Unis, c'est de découpler l'Europe de la Russie, d'éviter que ne se constitue un bloc de puissance qui, incluant la Russie, avec une autonomie énergétique réelle, pourrait faire pièce au grand empire nord-américain, États-Unis plus Canada. Les États-Unis sont contents également de nous fourguer leur houille à prix cassé, puisqu'ils ont du gaz de schiste, donc ils n'ont plus besoin de la houille. Donc la houille arrive à flot constant dans les ports européens et se dirige vers les centrales thermiques allemandes qui ne sont pas polluantes, puisque cette houille américaine n'est pas polluante, bien entendu. Et qui est destinée d'ailleurs à faire tourner les éoliennes quand il n'y a pas de vent, ou quand la pression atmosphérique est trop haute, c'est-à-dire quand il fait froid, et quand on aurait besoin de cette énergie qui est en fait une énergie qui est une véritable escroquerie, c'est l'énergie éolienne, sauf dans des cas restreints et précis. Donc l'Amérique a tout intérêt également à achever la construction de sa flotte de méthaniers pour nous acheminer son gaz de schiste et donc créer une dépendance énergétique dans le cadre du fameux TAFTA, vous savez, ce grand traité transatlantique qui doit unifier, créer une zone unique, un marché unique transocéanique, transatlantique, et dont la discussion, la négociation sur les clauses est totalement inconnue. Nous sommes en pleine démocratie, mais la transparence n'est pas en vigueur partout. Donc TAFTA, on est en train de décider si demain matin les marchés européens seront inondés par les maïs OGM pour nourrir nos animaux. Donc même si nous prenons du bœuf bio de Salaire, s'il aura peut-être bouffé du maïs OGM américain, nous aurons droit au poulet au chlore et au porc, non pas aux pesticides, mais aux hormones de croissance, que sais-je, qui sont autorisés aux États-Unis. Donc merci l'Amérique, mais gardez vos saletés pour vous et restez de l'autre côté. Puisque comme je l'ai dit, l'Amérique qui pousse à la guerre, littéralement, qui pousse à la confrontation, puisque comme avec l'Iran d'ailleurs, l'Amérique veut faire rentrer la Russie dans le rang du nouvel ordre mondial. Il faut que la Russie devienne un bon élève, soit un enfant sage, accepte la Gay Pride, accepte le mariage pour tous, autorise que Charlie Hebdo puisse se moquer à outrance de l'Église orthodoxe, montrant par exemple des popes en train de sodomiser des enfants de cœur, comme on l'a fait pour le pape, parce qu'il s'agit bien de ça. Donc la Russie doit devenir un pays comme les autres, mais la Russie souverainiste ne l'entend pas de cette oreille, elle entend se construire sur les bases de sa tradition grand russe. Donc
la confrontation est engagée. Jusqu'où ira-t-elle et quelle forme prendra-t-elle, nul ne le sait. Mais si elle prend une forme militaire, on sait où ça commence et on ne sait jamais où cela finit. L'Amérique a une indéniable maîtrise, une suprématie aérienne. Donc des campagnes de bombardement sont engagées, mais en face, les Russes peuvent aligner des moyens, des vecteurs sol-air, les fameux S-300 PMU-2, qui volent à la vitesse de Mach 6, Mach 6,5. Donc ils peuvent frapper un avion au moment même du décollage presque, ce qui sont des armes d'interdiction extraordinairement puissantes. Et puis les Russes disposent aussi de vecteurs à moyenne portée, les fameux missiles Iskander, qui peuvent délivrer des charges conventionnelles, voire du nucléaire tactique, pour des frappes anti-force. Les Russes n'ont pas du tout l'intention de frapper des objectifs démographiques, mais pourquoi pas des frappes anti-force, des bases de l'OTAN, que ce soit par exemple le camp Bondsteel, le fameux camp Bondsteel, non pas en Albanie, mais au Kosovo, puisque la guerre du Kosovo a permis d'établir une base de projection vers l'Asie centrale, qui est certainement l'une des plus grandes bases américaines de la planète. Le dispositif américain s'est déplacé vers l'Est et continue d'ailleurs, on le voit, la poussée de l'OTAN vers l'Ukraine, vers le Caucase est constante. Que demande M. Poutine? Il ne demande pas la mer à boire. M. Poutine demande que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. D'ailleurs, pour répondre à une promesse implicite, voire plus explicite, qui avait été faite autrefois à Gorbatchev, lorsque, en 1991, le pacte de Varsovie s'était auto-dissous, mais à l'époque, d'ailleurs, je me souviens bien du débat au sein de l'OTAN, on se demandait si l'OTAN n'allait pas devenir d'un dispositif défensif, n'allait pas se transformer en un dispositif politique. Et alors on voit ce qu'il en a été en 1999, cette fameuse guerre contre la Serbie, qui était déjà une trahison, véritablement, des engagements implicites, explicites, qui avaient été pris à l'égard de Brejnev, puis à l'égard d'Eltsine, et d'ailleurs, M. Clinton, Bill Clinton, William Clinton, dans un livre de mémoire, nous raconte que la question avait été réabordée entre lui et le président Eltsine à l'époque. Mais, encore une fois, les Américains sont des joueurs de poker, ce sont des bluffeurs, et sont des gens qui ne tiennent pas parole. C'est mon oncle Sam, il est sympathique. On dit, si une guerre se déclenche, ce sera une guerre forcément dure, avec des moyens techniques que l'on imagine assez peu. J'ai parlé des défenses antiaériennes par les fameux missiles S-300 PMU-2, ou les missiles ou les attaques contre anti-force par les missiles Iskander qui volent, eux, à Mach 7. Vous imaginez, c'est de l'hypervélocité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intercepter ce type de missiles, donc il n'y a pas de défense antimissile qui tienne. La guerre peut très bien se propager jusqu'à la Pologne et aux pays baltes. D'ailleurs, ils le craignent, mais à force de crier au loup, eh bien, le loup finira peut-être par se montrer. En tout cas, en l'occurrence, ce sera l'ours russe. Si la guerre arrive aux frontières de l'Europe, Pologne, Pays-Baltes, c'est toute l'économie européenne qui va en être déstabilisée. Tous les échanges, l'économie allemande est assez dépendante de ces échanges avec la Russie. Donc l'Europe, qui est déjà dans un grand état de fragilité, qui est au bord d'une forme de dislocation, la guerre ne se propagera certainement pas jusqu'à Paris. Ce n'est pas la volonté des Russes. Les Russes n'affichent pas d'ambition de conquête. Mais par contre-coup, l'onde de choc risque non seulement de détruire ce qui subsiste aujourd'hui de l'Europe, mais de jeter le chaos. Alors, le chaos, ce sera le chaos social, avec des troubles, des épisodes peut-être ponctuels de guerre civile, pas seulement intercommunautaires, ne croyons pas cela. Les Français sont profondément divisés contre eux-mêmes aussi. Il y a, soi-disant, paraît-il, un peuple de gauche, mais ce peuple de gauche voudra, conduit peut-être par de mauvais pasteurs du type de M. Mélenchon,
Mélenchon qui, à l'exemple de Syriza, penseront peut-être ces mauvais pasteurs que l'horreur est venue. Donc on peut avoir des cas de figure tout à fait inédits, mais on peut avoir des troubles sociaux extrêmement graves par contre-coup en Europe. Donc il faudrait de toute urgence et toutes affaires cessantes se mobiliser pour que la guerre n'ait pas lieu et pousser M. Hollande pour qu'enfin il se décide à reconnaître publiquement que la Russie n'est pas à l'origine de ce conflit, que la Russie n'est pas intervenue, que la première opération antiterroriste contre les russophones régionaliste du Donbass, c'est le gouvernement de Kiev qui l'a engagé, et donc qu'on ne peut pas imputer à faute et à culpabilité l'affaire de l'Ukraine à la Russie. C'est mon oncle Sam, il est sympathique.